Bonjour à toutes, bonjour Camille. Salut Camille. Je vois que vous êtes quelques-unes à être arrivées. Donc, pour commencer, si ça vous va, je vais me présenter. Donc, je suis Camille, directrice de la communication chez Mia.co et je suis avec Camille Bataillon et je te laisse te présenter. Yes, bonjour tout le monde, super dans le chat, je vois déjà qu'il y a des petits bonjours. Alors, je m'appelle Camille Bataillon, je suis sexologue clinicienne, je suis également l'auteur d'un livre qui s'appelle Réinventer sa vie intime après bébé. Donc, c'est un ouvrage où on parle de sexualité. Alors, un petit passage sur sexualité pendant la grossesse, mais surtout après, quoi. Que se passe-t-il quand on a un enfant, quand on accouche, les modifications corporelles et puis tous les enjeux en fait que ça peut avoir sur la sexualité et sur la relation de couple. J'ai également depuis peu lancé un podcast qui s'appelle Camille parle sexe et qui aborde la sexualité en long, en large, mais surtout pour penser la sexualité. Donc, n'hésitez pas aussi. Il y a enfin, il y a plein d'épisodes. Il y a plein d'épisodes de prévus. Il y en a déjà 5 de sortie On et peut ça l'écouter aborde où? tout. On peut l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute, donc Spotify, Apple, Deezer, je crois qu'il y a Amazon maintenant aussi. Je vais noter le nom. C'est le Camille parle sexe podcast. Et puis voilà, les gens tapent sur leur plateforme d'écoute et peuvent le trouver. Et on aborde désir, on aborde être connecté, moment présent. C'est des choses qu'on va avoir justement en plus pendant cette séance. Et puis, il y aura aussi des invités, des sexologues, des sexpertes qui donneront aussi une autre vision, des apports supplémentaires. Donc, ça va être très enrichissant. Et Super. voilà, je crois. Et puis, je suis maman d'une petite fille depuis 4 mois. Donc, sexualité postpartum, ça me parle aussi. C'est bon, tu es experte sur le sujet. J'ai bien fait d'écrire un livre pour me renseigner avant. Super. Et du coup, on est ici donc avec la plateforme Mia.co, que tu connais très bien. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous expliquer comment fonctionne la plateforme? Oui, tout à fait. Ah voilà, on peut l'avoir en plus directement. Donc, Mia.co, c'est une plateforme de téléconsultation en sexologie. Donc, c'est pour toutes les personnes qui se posent des questions par rapport à l'intimité, par rapport à la relation de couple, qui rencontrent des difficultés sexuelles, hein. Là, on peut voir comme baisse de libido, douleur, des questions sur le plaisir, hein, la thématique d'aujourd'hui, sur le couple et les personnes qui veulent justement améliorer leur vie intime. Et donc, vous pouvez téléconsulter depuis le confort de chez vous des professionnels, des sexologues, que ce soit par visioconférence, par téléphone et même par messagerie pour les personnes qui des fois faire le pas déjà de consulter une sexologue, c'est trop confrontant. Vous pouvez faire par messagerie et vous répondez, voilà, ça fait comme un petit chat. Et voilà, on est disponible pour vos questions. On a même un programme vaginisme qu'on a Mmh. co-créé justement avec le docteur Gilbert Boujaoudé, qui est sur la plateforme charles.co. Voilà, il y a le programme vaginisme qui permet de vous accompagner aussi depuis le confort de chez vous en Mmh. ligne. Voilà, on a une équipe vraiment avec la casquette de sexologue et puis certaines ont la casquette thérapeute de couple, certaines ont la casquette infirmière, sage-femme, psychologue, médecin. Donc c'est très riche et varié. C'est ce qu'on souhaite pour accompagner au mieux les personnes qui se posent des questions sur leur intimité. Super. Et ben, merci beaucoup, pour cette introduction. On va passer au vif du sujet, à savoir, aujourd'hui le plaisir. Et pour commencer, je voulais te lire la définition Larousse du plaisir et que tu me donnes la tienne ensuite, de ce que c'est que le plaisir. Donc ils disent que c'est un état de contentement que crée chez quelqu'un la satisfaction d'une tendance, d'un besoin, d'un désir. Mmh. Oui, il y a des c'est vrai, c'est tout à fait ça. Pour moi, enfin, oui, on va pas contredire ce que ce que dit Ce que dit Larousse. Larousse. Mais des fois, ça peut sembler compliqué comme définition. Le plaisir, pour moi, c'est l'accumulation de toutes les sensations agréables qu'on peut expérimenter via nos sens, donc tous nos sens. Et aussi pour expérimenter le plaisir, bien sûr que ça passe par les sens, mais il faut aussi pouvoir le raccrocher à cérébralement, se dire je suis connecté à ce qui se passe dans mon corps pour pouvoir l'associer à quelque chose aussi qui peut être agréable et plaisant. Et donc l'accumulation de toutes ces sensations-là,
font que, c'est une expérience, plaisante. Pour moi, c'est ça le plaisir et le plaisir, là, je mentionnais, pas forcément la sexualité parce qu'en fait, ça peut être le Oui, plaisir de manger, plaisir de dormir, le plaisir de faire une activité et cetera et je trouve aussi que ça peut être difficile d'avoir du plaisir dans sa vie intime, si déjà dans d'autres aspects de sa vie, on a du mal à avoir du plaisir aussi. Ça, je pense que c'est important, pour les personnes qui, par exemple, ont des difficultés par rapport à la libido ou voient une baisse de libido, peut-être se demander: «Tiens, est-ce que dans ma vie, dans d'autres aspects de ma vie, je peux trouver du plaisir ou pas déjà?» ouais, parce que souvent tout est lié, enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui revient en général sur tous les sujets de sexualité, c'est que c'est Ça peut jamais, seul, ça va avec notre corps, notre bien-être et tout est lié. Ouais, ça peut être interrelié. Donc il y a des personnes, ça peut être effectivement le cas de se dire: «Bah non, en fait, finalement, j'ai pas d'autre plaisir dans ma vie de manière générale et pas du tout dans ma sexualité» et d'autres, ça va être seulement sur le plan de la sexualité. Donc c'est aussi important de poser cette question-là Ouais, en séance. très bien. Et alors justement, est-ce que tout le monde, peut éprouver, du plaisir? Oui, tout le monde. Après, on n'a pas tous et toutes forcément accès à cette expérience de plaisir pour, plein de raisons différentes. C'est pas parce qu'on peut pas ou qu'on est cassé, qu'il y a quelque chose de cassé en nous. C'est plus que l'expérience de plaisir va se vivre différemment, selon, l'éducation sexuelle qu'on a eue par rapport à ça, selon, l'exploration corporelle qu'on a aussi vis-à-vis de ça, selon les relations avec qui on partage. Ça dépend de plein de facteurs et on peut se dire, que finalement, bah, oui, vraiment tout le monde peut accéder, à ce plaisir-là et même des personnes qui ont parfois des complexités ou des challenges supplémentaires, c'est-à-dire peut-être, par exemple, des personnes avec handicap, ou des blessés médulaires, hein, qui on peut se dire: «Bah, là, c'est impossible pour eux d'avoir du plaisir» et non, ils ont du plaisir, ils ont du plaisir sexuel parce que, l'organe central, on va dire, du plaisir dans la sexualité, finalement, c'est quand même notre cerveau. Mmh. Oui, Donc c'est bien vraiment, ça, c'est de notre allié. OK, c'est un ensemble de choses qui nous donnent du C'est un plaisir. ensemble. Il y a ce qu'on ressent au niveau du corps et encore une fois, pas forcément qu'au niveau, génital, Mmh vraiment, mh. tout le corps et ensuite, c'est ce qu'on associe aussi avec sa tête. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette connexion-là et on entend de plus en plus parler de pleine conscience en sexologie. Enfin moi, c'est vraiment mon topo parce que vraiment, en fait, sans ça, on peut pas associer, une expérience plaisante à quelque chose de plaisant, en fait. Très bien. Et le plaisir, du coup, c'est un terme qui est utilisé, on va dire, pour plein de domaines. Pour autant, on parle d'orgasme beaucoup dans la sexualité. Est-ce que pour toi, orgasme et plaisir, c'est plus ou moins la même chose? C'est différent? Enfin, quel est ton point de vue là-dessus? C'est vrai qu'il y a pas forcément déjà, il y a autant d'orgasmes que d'individus, moi j'ai envie de dire et de définitions il y a autant de définitions que d'orgasmes parce que c'est vraiment quelque chose de subjectif. Je parlais Ouais, d'expérience, l'expérience est subjective. On va pas vivre les mêmes, si je fais ça, on va pas toutes les 2 le ressentir de la même façon, le vivre de la même façon, de par, plein de choses et c'est pareil dans la sexualité. Pour moi, orgasme et plaisir, ce sont les mêmes choses et souvent ce que je dis en séance, c'est dès que vous avez des sensations plaisantes, c'est pour moi déjà des sensations orgasmiques. Parce que pour moi, l'orgasme, c'est tout ce qui regroupe quelque chose de plaisant. Et à partir de là, parce que souvent, on peut se dire ça va être réducteur quand on a une seule définition de l'orgasme qui est mmh, souvent, c'est linéaire, il y a l'accumulation de la tension sexuelle, on atteint un pic et le pic serait l'orgasme et puis ça redescend. Et donc tout le monde a cette, définition-là de par les représentations qu'on se fait de l'orgasme, de par ce que la société nous dit, de par les films et cetera. Et finalement, en se concentrant sur cette définition-là, en se disant: «Je dois avoir ce genre ouais, d'orgasme-là tel que l'on m'a décrit», on est focus sur ça, mais en fait, du coup, on n'est pas attentive à toutes les autres sensations qui se passent, tout autour et alors qui pourraient être des sensations orgasmiques mais on le définit pas. Dans notre définition, comme dans notre tel. dictionnaire de Ouais, dans notre tête, on le définit pas comme un orgasme, alors qu'en fait, pour moi, avec mon point de vue, extérieur et le dézoom, je mmh, suis là, c'est déjà, en fait, des orgasmes que vous vivez. OK. Et du coup, est-ce qu'il y a un moyen de savoir quand on a atteint l'orgasme? Question qui est tout le temps, en consultation, c'est, je suis pas certaine, en fait, d'avoir des orgasmes. Mes copines me disent, «Quand tu en auras un, tu le sauras». Oui, Alors, ça m'aide pas beaucoup, comment savoir, comment je peux le savoir? Sur quoi me raccrocher, quoi?
Et c'est vrai que souvent, les personnes vont se raccrocher effectivement, sur cette définition-là. Déjà, moi, ma première question, c'est pourquoi c'est si important pour vous de savoir si vous avez eu un orgasme ou pas, tant qu'il y a des expériences plaisantes, Oui, c'est déjà? ça. Est-ce qu'on a besoin de mettre, en fait, chaque truc dans des cases? Et d'autant plus avec la définition que je donne, qui est que, dès qu'il y a des sensations des sensations plaisantes, ce sont des sensations, orgasmiques. Je vais y arriver. Donc, comment savoir? Moi, je pense qu'à partir du moment où à la fin d'un rapport intime, vous dites: «Ça va plus, j'étais bien, je suis même dans un autre monde» ou «Mon corps, s'est mis à trembler» ou juste je me suis dit: «Ah ouais, waouh, ça m'a surprise» ou et cetera. Vous pouvez déjà dire que c'est des sensations orgasmiques. OK. Et normalement, tout le monde peut y accéder. Donc c'est ce qu'on disait avant, il y a pas un on va dire une croix à cocher à un endroit en se disant: «C'est à partir de ce moment-là, que j'ai un orgasme». C'est, juste un bon moment que je partage avec quelqu'un et à partir de là, en fait, on peut considérer que c'est déjà un orgasme. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors après, c'est vrai que dans les recherches scientifiques, souvent, vont se baser sur l'aspect parce que l'orgasme, c'est, un processus, neuro-psycho-physiologique et donc, souvent dans les définitions, on va se concentrer sur, ce qui se passe déjà au niveau physio, Mmh mh. qui est justement une décharge physiologique quand il y a cette accumulation de tension sexuelle. Ouais, Donc, de manière physiologique, ce qui va se passer, ça va être des contractions des muscles du plancher pelvien, des sortes ouais, de spasmes. Et là, du coup, dans les études scientifiques, c'est quand il y a des spasmes, quand il y a les muscles du plancher pelvien comme ça qui se contractent, égale orgasme. OK. Et même, il y en a même qui disent c'est plutôt orgaste parce que c'est au OK. niveau physiologique Ouais, et l'orgasme, c'est plus ce c'est qui se passe au niveau, psychologique, qui est là plutôt une décharge émotionnelle, une décharge psychologique de bien-être, ouais, lorsqu'il y a justement de la tension sexuelle, du plaisir et donc il y a toujours cette sensation de satisfaction sexuelle et de bien-être, d'être un peu dans un monde différent et cetera et ça fait partie aussi d'orgasme. Donc déjà rien que là, c'est presque déjà 2 définitions, qui sont différentes, qui peuvent ouais, avoir lieu au sein d'un en même même temps, rapport ou ouais, ou pas, donc et ça reste quand même, des orgasmes. d'accord et du coup, les muscles du plancher pelvien quand ils se contractent, est-ce que c'est forcément lié à un épisode de pénétration ou pas forcément? Pas forcément, c'est là alors du coup, c'est ça. Donc de manière physiologique, c'est vraiment l'accumulation de la tension sexuelle et cette tension sexuelle, ça dépend ce qui vous excite vous aussi. Donc ça peut être aussi au niveau des seins, quand il y a une stimulation au niveau des seins, si c'est une zone érogène pour vous, au niveau du clitoris, si c'est une zone érogène pour vous, au niveau de l'anus. Ça peut même être le nombril, si c'est une zone érogène pour vous. Donc oui, ça c'est possible, il y a pas forcément besoin d'une stimulation, génitale pour avoir cette décharge physiologique qui arrive. Il faut C'est par bien de le contre qu'il y ait rappeler, une il faut par contre qu'il y ait que une accumulation de la tension sexuelle, donc ça peut prendre du temps et c'est mmh aussi OK. Et les études là, c'est parce que les personnes aiment beaucoup des fois avoir des chiffres sur combien dure l'orgasme et cetera. Combien de temps dure l'orgasme et là au niveau physiologique, ça dure vraiment que quelques secondes, hein. C'est 6 secondes, quelque chose comme ça, donc quelque chose d'assez rapide comparé si on compare à, une décharge de bien-être où là, en fait, ça se diffuse et ça dure un peu plus longtemps dans le temps et même oui, ça c'est peut pas même être plus linéaire, long. quoi. C'est pas linéaire, ça peut aussi venir par vagues et ça peut aussi durer justement après le rapport. Alors que les contractions, spasmes, normalement, c'est juste le temps de la décharge physiologique. Et est-ce que tu as on va dire des conseils, justement, pour essayer de faire durer cet état d'orgasme un peu plus longtemps? Est-ce qu'il y a des trucs à faire ou à ne pas faire forcément? Mmh. On peut proposer justement, par exemple, le edging, qui est, justement de jouer avec cette tension sexuelle. Donc, c'est le fait si on avait un peu une jauge, hein, de 0 à 100. Bon, généralement, quand on va aller de manière linéaire, on fait, 0 et puis ça augmente ta 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 et puis ça va jusqu'à 100. Alors là, je fais la jauge, mais bon, on va faire plutôt comme ça. De 0 et puis ça monte, tac, 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 tac et puis voilà, on arrive à 100 et puis paf, la montagne russe. Et ici, l'idée, c'est en fait effectivement, on part de 0, hein, on part de 0, mais on fait monter l'excitation, peut-être à 50 et puis on va essayer de la faire redescendre, de la faire, en fait fluctuer comme ça. Mmh mh.
pour venir jouer en fait avec ces degrés d'excitation. Et en faisant ça, en fait, on fait vraiment aussi des sortes de vagues par rapport à son plaisir. Alors des fois, les personnes ont l'inquiétude, l'appréhension qu'en faisant ça, ça risque de couper complètement Ouais, leur plaisir. Et ça arrive d'autant plus quand on a l'appréhension que ça va couper oui, son désir. Et donc, c'est tout le jeu où effectivement, il y a peut-être un moment où quand on le fait, par exemple, on va commencer à prendre une grande inspiration, bien respirer, on va sentir que justement, ah, ça redescend un peu, mais pas de souci, on va continuer. Si on continue dans l'excitation, ça va remonter. Il faut en fait avoir confiance et il faut se laisser le temps aussi. oui, c'est Parce que ça, souvent, il y c'est a pas ça. être pressé. Ouais, il y a ces petits messages de stress, d'appréhension, et de se dire: «Mais mince, si j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, c'est la pression et l'appréhension qui va tuer l'excitation finalement et pas le fait de freiner, enfin, pas le fait de ralentir. Donc ça, c'est, tout ce qu'on appelle le slow sex, de ralentir pour effectivement mieux ressentir ce qui se passe, va aider justement à faire fluctuer ce plaisir et à le faire prolonger justement dans l'expérience intime, que ce soit seul, à 2 ou à plusieurs. D'accord, très bien. Et justement, pour revenir sur la pénétration, donc je pense que c'est bien qu'on rappelle qu'il y a plein de manières, de faire, du sexe et que Tout à la fait. pénétration est très, on va dire, normée et notamment à cause, de la pornographie, mais qu'en fait, enfin voilà, il y a c'est important de rappeler qu'on peut avoir plein de façons de ressentir du plaisir. Oui, et justement, tu fais bien effectivement de le rappeler, l'orgasme peut arriver de mille et une façons. Comme je disais, ça dépend ce qui vous excite et vos zones érogènes. L'orgasme peut arriver parce qu'il y a des stimulations peut-être génitales, hein. Alors, oui, on vient stimuler le clitoris, par exemple, ou alors une pénétration vaginale ou une pénétration anale. On peut venir se caresser les seins aussi, donc c'est pas forcément que génital, ça peut être les stimulations du corps aussi. Et ça peut venir aussi effectivement par, plutôt cérébralement, donc les fantasmes, des rêves aussi. Quand on rêve, Mmh. on peut aussi avoir des orgasmes nocturnes, ça arrive et donc voilà, on voit en fait effectivement qu'on peut orgasmer via des stimulations totalement différentes et qu'on n'a pas forcément besoin de se toucher pour expérimenter du plaisir. Et notamment, ce qui est très en vogue en ce moment, c'est les podcasts, érotiques, et c'est vrai que du coup maintenant, il y a plus besoin «d'images» entre guillemets, juste le son permet potentiellement, d'atteindre un enfin ou d'avoir un orgasme. Tu as totalement raison. C'est vrai que là, il y a un essor avec, les podcasts érotiques qui en plus, conquiert vraiment, beaucoup le public, féminin. Et Mmh. ça permet avec de manière, avec, voilà, on est stimulé de manière auditive et de s'imaginer, donc on utilise aussi ces fantasmes, on crée son propre scénario, on met les images qu'on veut et cetera et Mmh. on se laisse aussi, on met son focus sur quelque chose qui est le son, qui est l'histoire et ça, c'est aussi de la pleine conscience du coup, quand on met son focus sur quelque chose et effectivement, les personnes qui écoutent, alors pas tout le monde est réceptif à ça, hein, il faut le Mmh. savoir, mais les personnes qui sont réceptives à ça, on sont vraiment, vraiment elles adorent et en redemandent par rapport aux podcasts érotiques et c'est un outil parmi tant d'autres justement pour, venir explorer, son imaginaire déjà fantasmagorique, pour venir explorer son plaisir, pour venir explorer, différentes manières de faire de la sexualité aussi. Je vois qu'on a une petite question dans le chat, je vais la lire. Lorsque je vais atteindre l'orgasme, j'ai souvent l'impression d'avoir une envie d'uriner. Du coup, parfois, je me bloque, comme si je ne me laissais pas aller à fond. Est-ce que c'est normal? Ça arrive, fréquemment et justement cette sensation qu'on a envie d'uriner à un moment pendant le rapport et du coup, on se bloque parce qu'effectivement, on nous a tous appris à être continents et à justement, retenir l'urine, donc on se bloque et ce qui fait probablement aussi redescendre, l'excitation parce qu'on se contrôle du coup, puis comme la pression, le stress et le contrôle, ça tue, les désirs, là ça peut et le plaisir, là ça peut être le cas. Alors, justement, ce qu'on dit souvent, avec l'accumulation de la tension sexuelle, de l'excitation, il y a l'afflux de sang qui vient dans les organes génitaux et donc vos organes génitaux gonflent. Alors gonflent, pas forcément beaucoup, mais le clitoris rentre en érection, donc il est un peu plus gonflé, ce qu'on peut voir des fois au toucher, ressentir au toucher, mais aussi la vulve
Les lèvres sont un peu plus gonflées. Vous pouvez faire l'expérience aussi après un rapport, intime, après une excitation, de toucher votre vulve et de voir effectivement que les lèvres peuvent être plus gonflées, plus rouges, parce qu'il y a cet afflux de sang. Du coup, comme c'est un peu plus gonflé, ça prend un peu plus de place et la vessie, du coup, rétrécit un peu et peut avoir cette sensation justement, d'uriner. Donc souvent, ce qu'on va dire, c'est que s'il y a cette sensation-là, c'est que souvent, effectivement, c'est proche aussi, de l'orgasme. C'est parce qu'il y a cette accumulation de tension sexuelle et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est justement de prendre confiance qu'on va pas se faire pipi dessus, déjà, mais de se dire qu'effectivement, c'est le signe que là, bah, il y a du plaisir qui est là, qui vient, qui vient, qui vient, qui vient et pour pouvoir atteindre cette sensation orgasmique, il faut pouvoir alors y associer de la respiration aussi et venir respirer profondément, ce qui va faire peut-être des fois un petit peu redescendre, mais pour revenir en vague. Donc la clé, c'est la confiance. C'est la confiance, effectivement, c'est la confiance et la respiration. J'espère qu'on a répondu, à votre question. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, vous pouvez les poser, sur le chat ou dans la boîte à questions si vous préférez, le faire de manière anonyme. En tout cas, on les regarde en même temps qu'on discute, pendant ce live. Ensuite, il y a une grosse question, qui est beaucoup revenue et pareil, j'ai l'impression qu'on entend de plus en plus parler. C'est la difficulté, enfin, à trouver, avoir du plaisir en couple alors qu'on arrive à en avoir de manière, solitaire. Et du coup, beaucoup de personnes se demandent si c'est normal et comment y remédier parce que, bah, c'est vrai que c'est naturel d'avoir envie d'avoir du plaisir aussi en couple. C'est vrai que c'est une question qui revient pas mal aussi en consultation et ce questionnement-là, en fait. J'arrive à avoir un orgasme seul, mais j'y arrive pas avec mon copain, ça me pose des questions: «Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?» et cetera. Déjà, c'est génial, que ce plaisir-là puisse être vécu déjà seul. C'est Mmh. déjà un signe que vous savez comment vous fonctionnez, vous savez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Du coup, la question, c'est: tiens, qu'est-ce qui change, dans vos rapports intimes quand vous le faites avec votre partenaire? Est-ce que ça peut être finalement les stimulations que vous expérimentez seul en masturbation ne sont pas forcément là, présentes quand vous le vivez avec votre partenaire? Ça peut être une piste. Est-ce que c'est le fait qu'effectivement, quand vous êtes seul, bah, il y a pas ce regard, personne vous regarde, vous êtes tranquille, vous pouvez faire ce que vous voulez et puis, bah, là, avec votre partenaire, bah, vous dites: «Bah, voilà, il peut voir quand j'ai un orgasme, quelle tête je vais avoir ou comment je me sens aussi dans mon corps, dans ma nudité. J'aime pas trop qu'on me regarde ou je suis pas très confiante dans certaines positions» et donc certains blocages, certaines appréhensions vont, bah, finalement diminuer ce plaisir et donc faire qu'on peut plus difficilement atteindre, l'orgasme. Des fois, ça peut être la manière dont le partenaire stimule, ça vous plaît pas forcément, mais vous osez pas le dire. La pression à avoir un orgasme aussi, des fois, on peut se mettre la pression soi-même ou le partenaire peut mettre la pression de: «Bah, est-ce que tu as joué? Est-ce que tu as eu un orgasme?» et de Mmh. savoir ça en amont fait que, bah, je reviens Ça à bloque. pression, stress, ça bloque du coup. Il y a plein de choses en fait à venir investiguer qui font que ça ne se passe pas avec le partenaire et souvent, des fois, ça peut être la question: «Mais est-ce que je suis cassée?» et cetera. Pas du tout puisque seul, vous Ça y arrivez fonctionne? très bien. Ouais. Ouais. Donc il y a quelque chose dans la relation avec, votre partenaire, sans dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation avec le partenaire qui fait que vous n'y arrivez pas. Après, ça peut être effectivement la relation avec le partenaire. Peut-être que finalement, vous n'aviez pas très envie de ce rapport et vous l'avez quand même fait pour son plaisir, par exemple. Donc, bah, effectivement, ça peut se comprendre que du coup, votre plaisir à vous met plus de temps, voire ne vient pas. Mmh mh. Je rappelle que se forcer, c'est pas OK et ce Ouais. n'est jamais une bonne idée. Ça peut peut-être aider sur le court terme, mais ça peut faire des dégâts sur le long terme. Donc vraiment, voilà, se forcer, c'est non. Des conflits peut-être dans la relation qui font aussi que, bah, ça c'est vous êtes moins à l'aise dans les rapports avec. Donc voilà, c'est plein d'investigations à voir que vous pouvez aussi, poser justement avec votre sexologue pour essayer de décortiquer un petit peu ce qui se passe et des fois quand c'est justement, bah, je sais ce qui me ferait plaisir parce qu'en solo j'y arrive très bien, mais j'ai du mal à du coup le dire à mon partenaire parce que, bah, j'ai pas envie de le blesser, je sais pas comment le faire et comment il va le prendre. Bah, ça peut être des choses justement, à travailler avec, une sexologue pour pouvoir communiquer sur ce que vous avez envie, pour pouvoir utiliser les mots qui vous semblent bons, les mots qui sont justes, pour que ça puisse être entendu et appliqué aussi au sein de la relation.
Très bien. Hem et donc du coup, on va dire qu'on peut conseiller aux personnes, voilà, qui trouvent pas de solution, d'aller voir un ou une sexologue pour essayer d'en parler, pas forcément en couple, j'imagine? Ça peut déjà être seul? Ça peut déjà être seul. Après, effectivement, quand c'est, justement, bah, là, ça impacte la situation. C'est on voit vraiment, l'orgasme, il peut être présent, mais de manière situationnelle. C'est-à-dire qu'il peut être présent quand vous êtes seul, mais pas quand vous êtes en couple. Donc il y a effectivement des choses à travailler et on peut le travailler de manière individuelle et souvent, je vais dire aussi, bah, des fois, il y a peut-être une limite où ça serait bien que monsieur vienne en Ouais. séance, surtout quand il y a des problèmes de communication ou qu'on n'ose pas dire les choses ou que même monsieur se pose des questions et se sent pas à l'aise dans la sexualité ou a des questionnements, Mmh. je trouve que c'est toujours bénéfique aussi. Très bien et on entend souvent que enfin, ce que tu disais, c'est-à-dire, le stress bloque, justement l'arrivée du plaisir, la pression qu'on peut se mettre. Hem, alors on lit: «Il faut lâcher prise pendant l'acte». C'est quelque chose, plus on le dit et plus c'est difficile à faire, bah, dans la réalité parce qu'on se rajoute une pression. Est-ce que, comme ça, tu aurais, je sais pas, un exercice ou des choses à faire sur la respiration pour un petit peu essayer de lâcher prise? Je le mets vraiment entre guillemets. Ouais. J'utilise quand même des fois le mot lâcher prise, bon, en ce moment, il est pas mal, re-questionné et cetera. Mais du coup, en fait, une de mes astuces, c'est de mettre son attention, en fait, sur quelque chose, finalement et c'est ça qui aide. Donc ça peut être son attention sur sa respiration, ça peut être son attention sur, déjà comment je me sens. Alors donc il y a la respiration, mais ça peut être déjà: «Tiens, je vais mettre mon attention sur mon clitoris», par exemple. Est-ce que je sens qu'il devient, plus chaud, plus humide? Est-ce que je sens que, il est en érection? Est-ce que je le sens chaud? Est-ce que je le sens froid? Pareil pour ma vulve. C'est en fait mettre son attention sur quelque chose et ça, des fois, ça peut aider effectivement les patientes qui sont là, beh, il y a trop de pression, il y a trop de questions, il y a plein de choses, ça tourbillonne et donc du coup, pendant le rapport intime, bah, c'est compliqué et on va se focaliser sur un truc pendant le rapport intime au début, le temps que ça devienne quelque chose, une habitude, en fait, d'être concentré sur ses sensations. Donc ça peut être effectivement sur les 5 sens, hein. Enfin, ou même maintenant, il y a Oui. même plus que 5, mais vraiment, ça peut être se concentrer, là, sur la vue. Donc ça peut être, par exemple, bah, je me concentre sur, le visage de mon partenaire, par exemple, sur la respiration, ça peut être, sur, l'odorat, sur ce que je sens. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses sur ce que j'entends, ma respiration ou alors, le souffle de mon partenaire et ça va être mon focus pendant le rapport et en fait, en faisant ça parce que quand on se focalise sur quelque chose, on peut pas penser à d'autres choses. Alors, il peut y avoir des pensées qui arrivent, Mmh. c'est souvent parce que souvent ce qu'on va dire c'est: «Oui, mais j'ai loupé l'exercice parce que, bah, je pense il y a quand même des choses qui sont venues et donc j'ai voilà, j'ai mince, j'ai raté l'exercice» et non, c'est très bien de penser, c'est très bien d'avoir conscience qu'il y ait ces pensées-là qui vous traversent. Par contre, c'est une fois qu'on en a conscience, est-ce que je peux rediriger mon attention sur si par exemple c'était, bah, j'écoute la respiration de mon partenaire. Donc j'écoute la respiration de mon partenaire qui, ben, voilà, il est en train de faire des bruits, pendant le rapport ou même juste son souffle Mmh. et puis il y a une pensée qui me traverse: «Ah oui mince, les poubelles, j'ai oublié, j'ai oublié. Ah oui, ah non, je suis en train de penser aux poubelles. Ah attends, je vais me reconcentrer sur la Ouais. respiration de mon partenaire. OK. Ah oui, demain on est mardi, j'ai oublié le lunch des enfants et ah oui, OK, la respiration de mon et ça va être ce va-et-vient. OK. Alors les gens souvent disent: «Mais ouais, mais c'est plein d'efforts, ça demande des efforts». Oui, ça demande des efforts, c'est une pratique, mais au fur et à mesure, ça va être, quelque chose de beaucoup plus, rapide, en fait. Ouais. C'est une habitude à prendre. Ouais, c'est une habitude à prendre et c'est comme tout, au début, ça demande un peu d'effort, le temps de bah, ça montre que du coup, c'est un bon exercice parce que c'est quelque chose qui n'est pas, encore ancré en vous pour le faire, quoi. Très bien. Je te lis, on a reçu une nouvelle question, Ah oui. donc de la part d'une personne qui suit le programme, Vaginisme, donc Yes. sur MIA et elle aimerait mêler les exercices à des moments de plaisir solitaire. Mmh. Seulement, quand le dilatateur, est dans ses mains, ça la fait paniquer et elle n'y arrive pas. Alors du coup, la question, c'est est-ce qu'elle doit systématiquement séparer, exercice et moment de plaisir ou alors, comment, les lier si tu as des conseils? Ouais. Ouais, ça c'est une question aussi qui revient, souvent parce que, bah, effectivement, un dilatateur dans les mains, en plus, bah, ça représente un objet, où il y a la pénétration et donc, bah, souvent aussi pour les personnes, qui souffrent de vaginisme, bah, du coup, le mot pénétration, tout ce qui touche à ça, ça crée de l'anxiété.
Déjà, la première chose, ça va être effectivement d'avoir des outils de gestion de l'anxiété. Donc là, ça peut peut-être valoir le coup d'avoir des séances avec une spécialiste pour arriver à diminuer cette anxiété par rapport à ça. C'est vrai que quand aussi il y a les dilatateurs, alors même aujourd'hui, on essaye maintenant de parler presque de facilitateur que Mmh. dilatateur. Parce que dilatateur, il y a vraiment ce truc, on va venir dilater quelque chose. Or, quand même, les dilatateurs, on va pas se mentir, c'est pas ça qui va procurer du plaisir. Facilitateur, ça va venir faciliter effectivement qu'il y ait quelque chose, un rapport, pénétratif. Là, c'est vrai que quand on les utilise, moi j'aime bien y associer quand même quelque chose, de plaisant et de plaisir, pour pas que ça devienne juste un truc, un exercice un peu et puis on prend aucun plaisir et Mmh. finalement, est-ce que ça peut être vraiment, productif ou non? À voir du coup, bah, avec cette personne effectivement, qu'est-ce qui peut lui apporter du plaisir en dehors, de ce dilatateur? Déjà qu'elle puisse elle, prendre du plaisir. Alors je regarde juste, je mets le moment plaisir solitaire, donc je pense qu'elle a déjà, ses moments solitaires effectivement. Et le rendre plus plaisant quand j'ai dada, je panique et j'y arrive pas. OK. Moi, je dirais qu'elles prennent le temps effectivement, parce qu'il y a déjà des moments solitaires, de plaisir, donc ça, j'ai l'impression que le plaisir, il est là. C'est vraiment maintenant de pouvoir associer le plaisir à quelque chose, bah, avec les dilatateurs, les facilitateurs, qui est la pénétration. Je dirais qu'au début, ça va être d'approcher, le facilitateur à l'entrée du vagin. Alors j'ai mon petit, modèle, anatomique, où là, alors c'est une coupe, hein, c'est une coupe, c'est ce qui est à l'intérieur du corps, on ne le voit pas, ça c'est ce qu'on peut voir à l'extérieur, donc la peau avec, bah, le Ouais. gland du clitoris. Des fois, il peut être recouvert, du capuchon et ça c'est à l'intérieur ce qu'on ne voit pas. Alors on peut voir aussi, l'entrée, du vagin, mais du coup avec le facilitateur, j'ai pas du tout de facilitateur là pour montrer, je vais prendre un stylo. Hem, Ce qui peut être l'idée, donc, c'est de continuer à faire ce qui vous fait du bien. Alors, je ne sais pas de quelle manière vous faites du bien. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la stimulation du clitoris, donc de le faire en même temps avec stimulation du clitoris et puis de l'autre main avec le facilitateur. Ça va être simplement, en fait, un contact déjà Ouais. à l'entrée du vagin, mais même sur les lèvres externes. Vraiment venir déjà s'approcher de cette zone-là et pouvoir y associer quelque chose de c'est pas effrayant, en fait. Ouais. Parce que plus on va se familiariser avec déjà de manière en touchant, en explorant, moins on va avoir peur de cet inconnu-là. Donc, sans même parler déjà de pénétration avec le facilitateur, c'est déjà est-ce que même le facilitateur, je peux même venir l'utiliser pour venir, même stimuler mon clitoris, par exemple? Ouais. Venir l'associer à quelque chose qui n'est pas dangereux en soi et vraiment l'intégrer, l'incorporer déjà dans ces moments de plaisir solitaire. C'est une des pistes à travailler. En parallèle, effectivement, de pouvoir réduire cette anxiété-là, qui peut être causée de différentes façons aussi selon les personnes. Voilà, je ne sais pas si ça donne déjà une première piste, mais je dirais vraiment d'y aller du coup progressivement. Déjà de se familiariser avec le facilitateur tout autour de la zone, de venir, stimuler, de venir appuyer sur le clitoris, de venir appuyer sur les lèvres externes, de venir vraiment que, bah, même l'entrée du vagin, se dise: «OK, c'est, un objet identifié et ça me rassure» et ça peut prendre plusieurs, sessions, de plaisir solitaire avant que ce soit complètement rassurant et c'est tout à fait OK, c'est tout à fait normal, c'est le temps qu'il vous faut, et chacune son rythme. Super, bah, j'espère qu'on a répondu à votre question, voilà, si besoin de précision, n'hésitez pas à nous le dire. Hem, je reviens sur les questions qu'on avait reçues, Camille. On avait notamment une personne qui disait qu'elle avait l'impression de ne rien ressentir, que ce soit, via la stimulation, on va dire clitoridienne ou la pénétration et donc qu'elle était dans une impasse, elle ne savait pas quoi faire. Quels seraient tes conseils, dans ce cas-là? Ouais. Ça, on le voit aussi, effectivement en consultation. Alors moi, j'ai tendance à dire: «Je suis sûre que votre corps ressent quelque chose, mais que c'est pas encore forcément connecté». On revient à Mmh. ça. Est-ce que finalement cette personne, elle arrive à être dans le moment présent de ce qui se passe dans l'intimité? Et souvent, la réponse est: «Non». Je pense à autre chose ou je sais pas ce qui me fait du bien, je le dis pas, je pense à 1000 choses et donc je sais pas en fait si je ressens des choses. Donc je suis sûre que son corps ressent des choses, par contre, effectivement, est-ce qu'il y a cette possibilité-là pour ces personnes, cette habilité à pouvoir être connectées à ce qui se passe au moment même pour, si effectivement elle se rend compte que, ça ne lui fait pas grand-chose, de pouvoir ajuster avec quelque chose qui lui fait plus du bien. Donc il y a aussi la phase ensuite qui est, bah, alors OK, ça je l'ai fait,
Mais bah, j'ai tout essayé, ça me fait pas de bien, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait me faire du bien. Donc souvent aussi, je demande bah, cette exploration, combien de fois vous l'avez faite en fait, de venir par exemple stimuler votre clitoris. Et des fois, ça peut être, bah, je l'ai fait quelques fois et puis bah, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai arrêté, je suis passée à autre chose. J'ai fait quelques fois, ça n'a pas fonctionné, j'ai arrêté, je suis passée à autre chose. Et pareil, souvent, ce que je dis, c'est qu'il faut de la répétition. Et quand j'ai répétition, c'est pas juste 5, 6 fois, c'est des dizaines et des dizaines de fois avant des fois d'avoir quelque chose de j'ai une sensation. Et puis ensuite, après, encore des fois des dizaines de fois avant que j'ai une sensation même que je trouve plaisante. Et donc, des fois, ça peut être des personnes qui effectivement ont du mal à se connecter au moment présent et qui ont aussi, qui peuvent être perfectionnistes ou qui n'ont pas le temps pour ça, qui ne prennent pas le temps pour ça. Alors que la sexualité demande déjà de s'enlever de toute pression, comme on disait, et Ouais. de pouvoir accorder du temps et de pouvoir être OK avec le fait que des fois, bah, il y avait une séance, une session, de masturbation où, bah, il y avait pas forcément de grandes sensations, mais c'est comme ça, c'est OK, il y a pas à dramatiser et je vais répéter, je vais répéter, je vais répéter, puis je vais ajuster au fur et à mesure que je vais sentir des choses et je vais me dire: «Bah, là, peut-être qu'il faut que j'y associe peut-être du lubrifiant, ça m'aidera un peu plus et puis peut-être que, en me mettant dans une autre position quand je me touche, ça m'aidera un peu plus, en bougeant peut-être mon bassin». Il y a plein de pistes à explorer, mais Mmh. déjà le plus important avant même, de penser technique, c'est de se dire: «Est-ce que j'arrive à me connecter à ce moment-là? Est-ce que j'arrive à me détacher d'une pression que moi je peux me mettre ou que ce qu'on attend de moi? Et est-ce que je peux prendre ce temps aussi?» OK, très intéressant. Et donc pas hésiter, à en parler aussi à une personne, bah, du coup à une sexologue, à une, personne qui pourra aider un petit peu à peut-être à y voir clair dans tout ça parce que ça doit être compliqué à vivre, certainement de pas avoir de plaisir de quelque manière que ce soit, lié à sa Oui. sexualité. Oui, ça crée quand même de réelles souffrances et là voilà, c'est des informations, générales et bien sûr, pour faire du cas par cas et Ah de oui, bien venir sûr. creuser aussi, c'est effectivement en consultation. C'est ce que tu disais avant, c'est que chaque, personne a sa propre, façon de ressentir les choses et donc ses propres, plaisirs et que ça s'applique pas, pour tout le monde. Enfin, c'est pas des vérités générales, la sexualité, c'est au Non. cas par cas. Et n'essayez pas justement d'appliquer, une Oui, technique, il y a pas de recette spécifique et c'est pas parce que même dans un livre, un best-seller, on dit que c'est la meilleure technique que, si vous, ça ne vous fait rien, que vous êtes cassé ou qu'il y a pas de quelque enfin, que c'est pas normal. Non, c'est juste simplement ça ne vous procure rien parce que, bah, c'est pas votre truc, pour 1000 et une raisons. On n'est pas tous faits pareil et il y a pas une seule technique, mmh, qui, va à tout le monde ou qui va à tout le monde sur le temps aussi, enfin voilà. De se détacher aussi de ça. je rebondis sur une autre question qu'on a reçue sur le chat. Est-ce qu'un orgasme peut être douloureux à cause de l'intensité justement de l'orgasme? Intéressant. Je ne saurais pas expliquer trop pourquoi, mais ça peut effectivement être douloureux. Des fois, ça peut être douloureux justement dû à ces contractions, des muscles du plancher pelvien, qui peut être, douloureux. Il y a des personnes aussi qui peuvent avoir, des migraines post-orgasmiques aussi, OK, à la suite d'un orgasme. Il peut y avoir effectivement aussi même des décharges émotionnelles ou un sentiment de tristesse, de dysphorie ouais. post-coïtale. Donc douloureux au sens physique, effectivement, ça peut l'être et même au sens émotionnel pour certaines personnes, ça peut être mal vécu. Là, je rentrerai pas plus dans les détails pour le pourquoi et cetera, parce que je suis pas certaine, d'être Ouais. vraiment experte là-dessus, mais ça peut effectivement, arriver, être douloureux de manière physique ou être douloureux de manière, émotionnelle et si c'est le cas, pareil, de pas hésiter, à consulter. À voir aussi si c'est douloureux tout le temps, de manière chronique ou si ça arrive, pour dans certaines situations. Bah, là, en l'occurrence, donc elle a précisé, donc c'est toujours douloureux, Mmh. et donc du coup, elle sait pas si elle a atteint l'orgasme, mais ce qu'on disait, c'est qu'il y a pas vraiment Eh oui, un seuil à atteindre, ouais. mais donc du coup, là, le conseil, c'est de consulter. Ouais, si c'est toujours douloureux, est-ce que c'est dû au fait s'il y a une pénétration, est-ce que c'est dû à la pénétration? Douloureux, ça peut aussi, comme je disais, il y a l'afflux de sang, donc il y a les organes génitaux qui gonflent et des fois aussi ce gonflement, bah, peut être douloureux, peut être vécu douloureusement ou même les frottements du coup, bah, du clitoris qui est gonflé Et peut très être douloureux. sensible. Et voilà, est très sensible. Il peut y avoir, voilà, dans le douloureux, chacun y met un petit peu quelque chose, donc c'est pour ça, c'est aussi à voir, à quel niveau, ça se joue.
OK. Je continue puisqu'on a plein de questions. Yes. Donc une autre personne disait qu'elle pouvait ressentir une petite douleur juste après un orgasme et donc c'est ce que tu disais à l'instant, c'est que c'est peut-être relié justement à l'afflux sanguin, qui va dans le clitoris. Heu, do Ça peut peut-être la rétraction, c'est ce que j'ai vu, la période réfractaire, ça peut, là, c'est vrai que j'ai pas vraiment d'explication et il y a tellement, en fait, de choses, même dans les recherches scientifiques. oui, L'orgasme, ça reste quand même un grand mystère, hein, finalement. Donc, il y a beaucoup de recherches à faire là-dessus et alors, les douleurs déjà les douleurs au niveau, de la santé féminin, c'est déjà peu exploré. ouais, Alors au niveau de l'orgasme, comme c'est un peu, paradoxal, c'est encore moins exploré donc, ouais. le tout, c'est de s'écouter, de voir son corps effectivement. Moi, je dis que presque tout est possible. Effectivement, il peut y avoir des douleurs. À quoi c'est dû? À quel niveau? Et cetera. Est-ce que ça reste dans le temps, après plusieurs jours? Si c'est après quelques secondes, et cetera. Mmh. Très clair. Une autre question était autour justement de la stimulation, clitoridienne, donc avec la langue, et donc la personne dit qu'elle est très sensible, et que du coup, il y a une sorte de réflexe, où ses cuisses ont tendance à se contracter, à se refermer et alors sa question, c'est: «Est-ce que je dois apprendre à gérer mon plaisir pour contrôler ces ressentis ou est-ce que c'est dû ou est-ce que c'est du vaginisme, en tant que tel?» Mmh. Intéressant, par rapport à ça. Il y avait autre chose qui me revenait, peut-être qu'il faudrait que tu me redises ta question, mais, par rapport à la douleur, parce qu'il y a aussi ça me revient aussi, c'est effectivement aussi les premières fois et encore, en fait, ça peut être sur des dizaines et des dizaines de fois, quand on stimule le clitoris, il peut y avoir cette, les femmes peuvent décrire comme des fois, c'est comme une coupure, c'est comme un coup d'électricité, comme quelque chose de douloureux, en fait, au final, au début et c'est vrai, que c'est souvent on peut du coup, l'hypothèse, c'est qu'effectivement, c'est un peu comme si on réveillait quelque chose et comme une courbature un petit peu et c'est douloureux au début, mais qu'au fur et à mesure, en fait, on le décrit comme quelque chose de plus positif et de plus satisfaisant, le temps de s'habituer en fait et donc je le dis souvent aux personnes aussi, des fois ça peut être douloureux effectivement au début, on l'associe à quelque chose de douloureux parce que c'est une sensation nouvelle, mais ça ne veut pas dire qu'on le ressentira à chaque fois et qu'au fur et à mesure, en fait, on va pouvoir agrandir cette palette de sensations. Mais c'est OK. vrai que ça peut arriver dans les débuts. Ça me revient, donc peut-être que ça peut être, aussi ce qui rejoint, certains propos, des participantes. Et donc, par rapport à la question de cette personne, qui pendant, un cuni, c'est ça si je me trompe? Pendant un Oui, c'est cuni, ça. au moment du plaisir, a ses jambes, qui se contractent comme ça, un peu comme un réflexe, c'est ça? Et elle se Ouais. demandait si elle faisait du vaginisme ou pas. Du coup, par rapport à ça, au vaginisme, déjà, c'est de savoir, bah, au niveau s'il y a pénétration, comment c'est déjà à ce Ouais. niveau-là. Mais là, si on part juste du principe, c'est pendant le cuni et cetera, on peut pas parler de vaginisme. Par contre, effectivement, quand on a du plaisir, c'est comment on réagit face à ce plaisir. Et donc, il y a des personnes pour qui, en fait, c'est tellement intense ce plaisir et ça peut faire tellement peur aussi d'avoir du plaisir pour beaucoup de femmes. C'est comme un saut dans l'inconnu de qu'est-ce que je vais trouver après, qu'on peut être un peu raidi et se contracter un peu et que les muscles du corps se contractent aussi. Il y a le fait aussi que quand on a cette accumulation de tension sexuelle, bah, on parlait des spasmes. Ces jambes peuvent faire partie du spasme Ouais. aussi, même après un rapport sexuel, certaines femmes, des fois, décrivent qu'elles ont les jambes qui tremblent aussi parce que, bah, c'est la décharge physiologique, c'est Ouais. le relâchement. Ici, je pense, de ce qu'elle dit, c'est plutôt cette, peut-être une appréhension ou ou des contractions effectivement, où c'est peut-être cette tension sexuelle qui commence à s'accumuler et on ne sait pas comment gérer tout ça et donc voilà, il y a un peu enfin, un peu de tension, Ouais. d'appréhension et en même temps de l'excitation et les 2 C'est sont une mêlés. Donc ça ambivalence crée des sentiments, quoi. voilà, donc ça crée une vibration et là, effectivement, la clé, ça va être aussi pareil, la respiration et la détente du corps. Ce qui est pas évident tout de suite, mais à force de pratiquer, ça va être beaucoup plus facile d'arriver aussi à ces vagues-là. Et Donc de puis respirer, surtout de lâcher. communiquer aussi, j'imagine, parce que, enfin, le clitoris reste très sensible et donc peut-être qu'il y a aussi des choses qui nous plaisent ou pas et pas hésiter à en parler aussi avec la personne pendant l'acte, essayer de guider, c'est important. Oui, tu fais bien de le mentionner aussi et des fois, c'est parce qu'effectivement, c'est tellement, sensible et cetera que ça fait du bien et en même temps, ça peut être douloureux. Donc il y a ces 2 ambivalences Mmh. en même temps et il y a des fois, ça peut être juste un signe que finalement, on a besoin peut-être de ralentir aussi. Donc ça peut être effectivement, est-ce que là, peut-être une caresse un peu moins appuyée de la langue?
ou ça peut être un rythme un peu plus lent. Et là, juste des fois de ralentir, ça permet de redescendre cette tension aussi corporelle. Tu as raison de le dire. Hem et on a reçu une autre question. J'enchaîne un petit peu parce qu'on a beaucoup de questions. Ouais. Est-ce que, l'inactivité sexuelle pendant plusieurs mois peut avoir des conséquences, sur la santé, sur le corps? Ah, un problème du corps, donc c'est-à-dire est-ce que ça peut créer, effectivement un problème par rapport au corps? Non, Mmh, non. non, en plus 4-5 mois, c'est quand même, ouais, c'est peu. Par contre, c'est vrai qu'on dit que, bah, avec la masturbation, ça permet quand même d'entretenir le corps parce que comme je disais, cet afflux sanguin, ça permet aussi de lubrifier les organes génitaux qui font que, bah, du coup aussi quand il y a un rapport qui arrive plus tard et quand je dis rapport, ça peut même pas forcément avec pénétration, mais la machine est déjà un peu en route. Donc c'est dans ce sens-là, mais ça crée pas des problèmes en soi. Ça peut des fois, impliquer des difficultés sexuelles, mais souvent parce qu'il y a de l'appréhension du fait que: «Oh, j'ai rien fait pendant 4-5 mois et qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que je vais être assez lubrifiée? Où est-ce que je vais avoir mal?» et cetera, et c'est cette appréhension-là qui peut créer des difficultés sexuelles. Mais en soi, si on prend juste le fait de ne pas faire de sexe pendant, quelques mois, ça n'a pas de répercussions, sur, le corps. Oui et c'est valable aussi pour les hommes parce que ça aussi, Il y ça a les souvent cette questionne question-là, beaucoup ouais. Mmh. et il y a pas de il y a pas d'accumulation de sperme et cetera. Le corps est bien fait donc les choses, se régulent d'elles-mêmes. Ouais. Voilà, se régule d'elle-même et même la nuit, du coup, les fluides sortent, donc que ce soit, hein, pour les hommes et pour les femmes, le corps, voilà, il fait ce qu'il a à faire, donc ça, il y a pas de souci. Après, c'est vrai que souvent, on en parle comme pour garder une bonne santé sexuelle, mais c'est pas parce que vous le faites pas que vous allez avoir une mauvaise santé sexuelle. Non. Hem, J'enchaîne avec une autre question qu'on avait reçue sur j'arrive pas à le dire, pardon. Sur L'anorgasme. l'anorgasmie, pardon, donc sur l'anorgasmie, donc qu'est-ce que c'est déjà? Parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est et comment retrouver un orgasme quand on vit de l'anorgasmie? Ouais. Donc l'anorgasmie, c'est les personnes qui, justement, rencontrent des difficultés à atteindre l'orgasme. Et pour moi, souvent, il y a beaucoup de personnes qui se définissent comme anorgasmiques et qui finalement, quand elles me décrivent leur sexualité, moi, je mets pas ces mots-là. Du coup, pour les personnes, là, tu disais donc pour les personnes pour, retrouver, l'orgasme pour les personnes qui souffrent d'anorgasmie, c'est ça? C'est ça. Donc déjà, ça veut dire que c'était une personne qui avait pu accéder au plaisir et qui, aujourd'hui, a la difficulté à atteindre du plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Qu'est-ce qui a changé dans son contexte actuel pour qu'elle n'arrive plus à atteindre cette sensation orgasmique? Des fois, ça peut être changement de partenaire, ça peut être du stress dans sa vie, ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être mon corps a changé ou je n'apprécie plus mon corps, Mmh. ou j'ai eu une maladie. Enfin, il y a eu quelque chose dans la vie ou un Un trauma, quelque événement, chose qui a fait un événement qui a fait que c'est plus possible ou une pression au sein du couple ou la relation s'est dégradée qui peut faire ça aussi. Donc là, ça va être à évaluer avec, bah, effectivement, chaque femme, ce qui s'est passé dans leur vie, dans leur contexte, pour que ce ne soit plus possible. et Et après ouais, pardon. voilà, et j'allais dire justement et du coup en fouillant un petit peu tout ça et en trouvant la cause, on peut du coup proposer, des traitements et des solutions, par rapport à ça. Parce que c'est toujours possible, de pouvoir, retrouver son plaisir. Ça prend du temps, mais comme tout, vous l'aurez compris, je le répète, mais, c'est très bien de prendre du temps dans sa sexualité, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui permet, bien sûr, vous avez le droit d'avoir de temps en temps des quickies ou que ça aille rapidement, mais je veux dire, qu'on puisse se permettre et se donner ce temps-là dans sa sexualité, je trouve ça quand même important. Ouais, complètement. Hem Est-ce que, les personnes qui souffrent et qui sont, on va dire, en voie de guérison, du vaginisme, elles peuvent retrouver rapidement, bon, du plaisir et sinon, quels sont, on va dire, les délais, les plus, moyens? Mmh. J'ai envie de dire, on peut avoir du vaginisme, souffrir de vaginisme et avoir du plaisir, déjà. Déjà? Déjà, ça c'est une chose à dire, il y a beaucoup, même des fois, souvent, ce que je dis, il y a des personnes qui souffrent de vaginisme, qui ont des fois une vie sexuelle beaucoup plus satisfaisante que des personnes qui ne souffrent pas de vaginisme, parce qu'il y a de la variété,
dans les rapports intimes parce que effectivement, ça peut créer quand même une certaine souffrance pour elles de ne pas pouvoir avoir de pénétration et en même temps, elles ne définissent pas leur sexualité juste à travers ça. Donc ça, c'est quand même déjà important. On peut souffrir de vaginisme et avoir du plaisir et avoir une sexualité satisfaisante et avoir une relation qui fonctionne. Déjà, ça, c'est dit. Ensuite, pour les personnes qui sont sur la voie de la guérison justement par rapport au vaginisme, c'est déjà génial de suivre justement des protocoles, d'être à l'écoute de son corps, de voir justement ce qui fonctionne pour soi, ce qu'on aime, etc. Et par rapport au plaisir, souvent, c'est ce que je dis, c'est déjà quand on souffre de vaginisme, on va déjà essayer d'éteindre, de réduire cette sensation de douleur. Donc, c'est la première phase. Ensuite, on entre dans la deuxième phase où il n'y a plus de douleur, mais il n'y a peut-être pas encore forcément de plaisir. Mmh. Et ça, c'est cette phase-là qui, des fois, peut être difficile à vivre en se disant, en paniquant, en disant, mais mince, en fait, j'aurais peut-être jamais de plaisir et qui peut des fois faire revenir à cette La sensation, à première, cette phase de douleur. ouais. Donc, on reste confiante, encore une fois. Et on continue dans les expériences, on continue, pareil en étant accompagné si besoin pour explorer ce qui peut faire du bien. Il y a pas tout de suite les réponses, mais on continue et puis en fait, au fur et à mesure, on va se rapprocher de: «Ah, là, j'ai eu une sensation de plaisir quand il y a eu ça. C'était bref, mais OK». On va attraper comme ça des petits moments de À la plaisir volée. et ensuite on va voilà, la volée et ensuite on va entrer dans cette phase de plaisir. Donc la clé, c'est, de prendre le temps, de faire les choses et enfin, je sais que c'est difficile de dire des chiffres, en moyenne, il faut tant de temps, mais est-ce que ça enfin, tu as un délai maximal ou minimal avant qu'on puisse retrouver du plaisir? Le délai va dépendre du mindset, de la patiente, de son état d'esprit par rapport à ça. En fait, c'est, pas une question de vaginisme ou quoi que ce soit, c'est, quelle est mon approche, vis-à-vis de la situation et donc pour des personnes et c'est pour ça que des fois, c'est très important d'être accompagné comme une sorte d'avoir un coach comme ça qui donne Oui, des informations et aussi, des good vibes, des choses positives qui donnent du coup aussi une approche, de voir en fait plutôt le verre, à moitié plein qu'à moitié vide. Le oui. fait déjà d'avoir cette approche-là, des fois en fait, ça peut être juste l'histoire de le prochain rapport, ça y est, il y a du plaisir. En fait, le délai va dépendre de l'état d'esprit de la personne. D'accord. Sur la Donc je sais question pas en temps, en fréquence, en oui, mois, ça ça sert à tu peux rien. pas donner de chiffres. Mais parce Ouais. que ça sert à rien. Vraiment, c'est le mindset qui va le plus compter dans tout ça. Sur la question de l'appréhension, alors, une personne qui doit suivre le programme vaginisme, comment, enfin, est-ce qu'il faut forcément reprendre, confiance en soi pour enlever le problème des dyspareunies ou est-ce que, il y a d'autres choses à faire? Est-ce que la confiance en soi est vraiment la clé, d'une sexualité, épanouie? Oui, ça en fait partie. On n'est pas obligé d'avoir 100 confiance en soi, pour être complètement, guéri, des dyspareunies ou, du vaginisme. Par contre, c'est clair que ça aide la confiance en soi. Mais ce qui aide aussi, c'est comme je disais, de voir la lumière au bout du tunnel. Ça de Oui, s'accrocher à des choses positives, c'est tout aussi important et donc ça va être de travailler sur ces aspects-là. Il y a pas besoin que ce soit à chaque fois 100 sur tous ces aspects-là, mais d'avoir un petit peu de tous ces aspects-là vont faire qu'en fait l'accumulation va aider dans toutes ces justement dans ces difficultés-là et les rendre en fait, beaucoup plus aisées de trouver en fait des solutions, pas des solutions adaptées, mais justement de pouvoir vivre sa sexualité de manière beaucoup plus apaisée déjà et du coup satisfaisante. Donc du coup, être ça en c'est le plus paix avec, important. l'ensemble, de tout ça, quoi. Mmh. Ouais. Hem et comment parler de vaginisme à son partenaire? C'est vrai que c'est un vrai sujet, pour les personnes qui en souffrent. Déjà de l'identifier, mais ensuite d'arriver à l'exprimer à l'autre. Est-ce que, Mmh. tu as des Ouais. suggestions? Ouais, c'est parce que c'est vraiment une souffrance et c'est important de pouvoir en parler au sein du couple et de pas le garder pour soi, même si je sais que souvent c'est associé à de la honte ou à de la culpabilité, ce qui fait que c'est encore plus difficile des fois à en parler à son partenaire. Et souvent ce qu'on voit et quand on est dans une relation saine, souvent ce qu'on voit, c'est que les partenaires, ils sont en demande d'avoir ces informations-là pour accompagner au mieux dans le sens où, voilà, moi j'ai surtout pas envie de te faire du mal et donc j'ai besoin de savoir aussi,
comment on peut faire équipe face à cette difficulté-là, qui est une difficulté à un moment T. Ça aussi, c'est important. C'est pas quelque chose qui vous définit, ce n'est pas votre identité. Donc ça, c'est déjà important peut-être des fois, peut-être travailler sur s'il y a de la honte ou de la culpabilité associée à ça et d'en parler, c'est de se prendre un moment, avec, son ou sa partenaire et de se dire: «Bah, voilà, peut-être vendredi soir ou lundi matin, quand on a du temps, est-ce qu'on peut parler, j'aimerais bien qu'on parle de notre intimité» et de pouvoir l'aborder à ce moment-là dans un temps dédié. Si c'est trop compliqué de le faire à l'oral, ça peut tout à fait être fait à l'écrit. Donc il y a des fois des personnes qui le font par alors lettre maintenant c'est un peu moins souvent, mais qui le font du coup par message. Ça arrive. Je recommande plutôt par oral, mais je peux comprendre que ça puisse faciliter, par écrit. Mais déjà le fait de dire: «J'aimerais bien qu'on parle de notre intimité ce jour-là», Déjà, ça met le cadre, comme ça le jour quand ça arrive, vous savez tous les 2 que vous allez parler de cette intimité-là et ensuite, c'est simplement de parler de vous, ce qui arrive pour vous et ça peut être, voilà, ça fait quelques années, ou quelques mois que je me rends compte que, quand j'ai des rapports, avec pénétration, enfin, quand j'ai des rapports intimes, j'arrive pas, j'ai de la douleur, je panique, et ça, c'est important pour moi que tu le saches. Il y a pas besoin de forcément de trouver de solution tout de suite quand vous en discutez avec votre partenaire, mais c'est déjà de partager, en fait, ce que vous vivez et ça, c'est une information que votre partenaire doit savoir. mmh, Ils ont envie de savoir, mais c'est aussi, alors un droit, c'est un peu quand même exagéré, mais, mais en fait, non, mais pour ça y met un arriver aussi rapport des fois d'égalité aussi, dans la relation, quoi. oui et puis en plus souvent après on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'il peut aussi notre partenaire peut nous aider vis-à-vis de ça et qu'il y a des choses possibles et puis des fois aussi simplement de réduire la pression. Parce que comme je disais, il peut y avoir de la honte ou de la culpabilité de se dire: «Je peux pas lui offrir la sexualité, qu'il mérite». J'exagère, mais des fois il y a ces propos-là, hein, Mmh. quand même. Ouais, ouais, Et des fois, complètement. le partenaire va dire: «Mais moi, la pénétration, c'est pas un truc, c'est une option, on n'est pas obligé». Ou alors, «Tu sais, moi, je veux surtout pas que tu aies des difficultés ou que tu aies mal. Moi, ça me va très bien, qu'on ait du sexe oral» ou des choses comme ça. Donc des fois, d'en parler, le partenaire ou la partenaire va donner aussi des pistes Oui. qui vont faire que ça va réduire d'un côté aussi l'anxiété, la pression et cetera, ce qui va aussi aider dans tout ce processus, thérapeutique. Et alors, la situation que tu décris, c'est pour les personnes en couple. J'imagine que, quand on est, par exemple, célibataire et qu'on rencontre du monde, c'est pas le même degré de confiance et de discussion possible. Mais, est-ce que ton conseil, c'est quand même d'essayer d'en parler, alors sans mettre forcément les mots qui peuvent être incompréhensibles pour certains, parce que vaginisme, c'est vrai que c'est pas un mot, qui est compris, de manière générale et encore moins par la gente Malheureusement, mais masculine. mmh. On gagne à en parler et à en faire parler, mais c'est vrai que c'est plus enfin, la situation que tu décris, elle est valable pour les gens qui sont dans des couples établis. Quand on Ouais. est célibataire, du coup, faut pas non plus se fermer et plus du tout, avoir de relations, c'est un peu difficile. C'est souvent le frein justement effectivement aux rencontres, c'est de se dire: «En fait, je vais commencer, à dater cette personne-là et puis, quand ça sera le moment où on va sentir qu'il faut aller dans» enfin qu'il faut, on va pas, mais qu'on a Une envie d'aller envie. dans de la sexualité, il va y avoir ce moment fatidique, en fait, je vais devoir le repousser ou finalement, en fait, je vais jamais à plus de X rendez-vous parce que quand ça devient un peu trop sérieux au niveau sexuel, Ouais. je peux pas. Et c'est dommage de s'empêcher, de vivre des expériences intimes, de par le vaginisme. Hem, Vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez du vaginisme quand c'est des partenaires comme ça, d'un soir ou qui ont peu d'importance pour vous. Par contre, alors de partir de ce que vous avez envie Mmh. d'expérimenter avec eux, en fait, finalement. Ça peut être, voilà, si par exemple, vous dites: «OK, on se retrouve, chez moi ce soir». OK et puis de dire: voilà, ce soir, j'ai envie, qu'on puisse prendre nos temps et j'ai envie de sexe oral et simplement du sexe oral, c'est ce que j'ai envie ce soir. Et toi, qu'est-ce que tu as envie?» Des fois, voilà, de pouvoir mettre des mots, de pouvoir partager à l'autre, ça permet de mettre le cadre aussi. Ça montre ce que vous avez envie et Mmh. votre intention. Et alors, il y a des fois, oui, mais si je lui dis, puis qu'après, ça va quand même, il essaye d'aller plus loin, déjà, c'est votre consentement. Donc, si vous dites: «Non, j'ai pas envie d'une pénétration», il doit respecter ça, c'est le consentement.
S'ils vous posent la question à ce moment-là: «Ah mais pourquoi? Je croyais que tu avais envie, que tu étais chaude, Ouais, que tout allait bien, je comprends pas». Parce que pour eux, dans leur représentation, enfin pour certains hommes, dans leur représentation, c'est quand même, bah, voilà, si on se chauffe, bah, pour aller jusqu'au bout, c'est la pénétration. oui, Bah, là, c'est à vous de voir comment vous vous sentez aussi vis-à-vis du partenaire. Il y a des fois, certaines fois, bah, c'est juste de couper court et de s'en aller et c'est tout à fait OK aussi et des fois, si vous sentez que ça peut être un partenaire réceptif et c'est ce que j'espère pour vous aussi dans vos ouais. expériences intimes, qu'en face, vous ayez en fait, ça fait vachement le tri aussi, bah, dire: «Voilà, j'ai des difficultés dans ma sexualité» ou bah, «J'ai le souffre du vaginisme» ou «Pour moi, la pénétration, c'est pas possible pour le moment, donc je préfère éviter». Et toute personne saine dans une relation saine, même une relation d'un soi, doit l'entendre. C'est bien de le rappeler. Ouais, J'enchaîne un peu aussi parce que le temps court toujours. On parlait du plaisir donc qui est pas seulement lié à la pénétration, mais il y a aussi tout un pan du sujet qui pourrait être, les sextoys, donc à savoir, est-ce qu'un sextoy peut, aider à atteindre le plaisir, et quel est, on va dire, ton avis de sexologue sur les sextoys? alors les sextoys, c'est des outils, hein, vraiment quand on voit, quand on expérimente sa sexualité, moi je le représente vraiment comme on a une palette d'outils comme ça et puis on peut piocher comme ça. Donc le sextoy, c'est un outil parmi tant d'autres, hein. Ça doit pas être juste le seul outil qu'on utilise dans sa sexualité, mais ça peut être un outil qui peut venir effectivement faciliter notre plaisir pour mille et une raisons et surtout pour la raison que je disais où on n'accorde pas trop de temps à notre sexualité, que généralement les sextoys, ça va vite et quand ça va vite, bah, des fois, on peut atteindre plus facilement aussi le plaisir et on se dit: «Bah, voilà, je vais utiliser les sextoys parce que ça va vite, ça répond à mon besoin de ça doit aller rapidement et en plus, ça me rassure parce que du coup, j'ai du plaisir» et cetera. Donc c'est un outil d'exploration, heu et et je sais plus ce que tu disais, mais oui, c'est un outil d'exploration, donc ça peut faciliter le plaisir, tout comme c'est aussi OK si les sextoys que vous utilisez, puis il y en a tellement aussi des Oui. différents, bah, si ça vous fait pas grand-chose, c'est aussi une information pour vous de vous dire: «Bah, peut-être que ces sextoys, c'est pas la stimulation dont j'ai envie, peut-être que aussi, la vibration est trop forte, la vibration ne me correspond pas, la forme ne me correspond pas». Donc c'est pas parce que le sextoys ne vous fait pas de plaisir que vous êtes cassé ou quoi que ce soit. C'est juste que le sextoys, il est pas adapté à vous et pas vous qui n'êtes pas adapté au sextoys. Ça, c'est aussi important de dire. Oui, et notamment, dans les relations de couple, comment, on peut introduire un sextoy dans la sexualité? Parce que c'est souvent associé au plaisir personnel et pas forcément, à quelque chose qu'on peut faire à 2, mais c'est important de le dire, voilà, le sextoy peut être utilisé dans une sexualité de couple et comment l'introduire, peut-être, il y a des gens qui ont une appréhension par rapport à ça? Ouais. Souvent, la question comment l'introduire, c'est parce qu'il y a des appréhensions. Parce que Ouais. sinon, ça se fait, voilà, comme ça, assez fluidement, naturellement, parce que les 2 sont aussi à l'aise avec ça. Donc s'il y a de l'appréhension, c'est parce que soit un des 2 côtés n'est pas à l'aise avec ça, soit les 2 ne sont pas à l'aise avec ça. Ça, c'est déjà une piste par rapport à ça. Comment du coup le faire? Bah, c'est pareil, encore une fois, de pouvoir, l'aborder dans un moment où vous allez communiquer au sein du couple et peut-être pas au moment même où vous avez envie de ce rapport intime, mais le Mmh. prendre à d'autres moments et juste simplement dire: «Bah, voilà, j'aimerais bien, j'ai vu ce sextoys, tiens regarde, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Moi j'aimerais bien, qu'on puisse l'utiliser ensemble, qu'est-ce que tu en penses?» Vous voyez, vous laissez la question ouverte. Ou bah, quand je me masturbe, j'utilise ce sextoys, j'aimerais bien qu'on puisse vivre cette expérience ensemble, est-ce que ça te va? Voilà, de poser, d'exprimer votre désir et puis de poser la question aussi parce que, bah, c'est intéressant de savoir aussi ce que le partenaire, en pense. Hem Et des fois, si c'est le partenaire qui, parce qu'on pense souvent aussi aux sextoys, pour les femmes, Féminin, on va dire, ouais. pour les personnes à vulve, mais il y a aussi maintenant et de plus en plus, dans les années à venir, il y aura aussi des sextoys, dédiés aussi aux hommes, au pénis. Souvent, on pense plutôt, les sextoys dédiés, aux femmes, mais il y a aussi des fois, bah, les hommes qui peuvent venir avec, «Bah, j'aimerais bien utiliser ces sextoys aussi, dans notre sexualité, qu'est-ce que tu en penses?» Et par exemple, est-ce et que tu peux donner un ou 2 exemples de ce qu'il existe pour les hommes? Parce que c'est vrai qu'on en parle très peu. ouais, bah, il y a par exemple, Flashlight, une sorte de enfin, voilà, comment le décrire? Bah, en fait, si, c'est une sorte de vagin,
de vagin. Donc, c'est un tube de vagin où les hommes peuvent se masturber dedans. Mmh. Donc là, vous pouvez me dire, oui, mais bon, s'il le fait du coup pendant le rapport, comment on fait la pénétration? Mais pareil, il n'y a pas que la pénétration aussi. Il peut Ouais. y avoir du coup d'autres stimulations ou pendant que l'homme utilise son sextoy. Vous Si on est dans un couple utilisez, ouais. hétérosexuel, la madame peut utiliser aussi un sextoy ou plein de choses. Il y a aussi les anneaux Ouais. vibrants qu'on peut mettre à la base du pénis. Alors ça va être plutôt souvent dans les rapports à deux pour venir aussi stimuler d'autres zones comme le clitoris par exemple. Pour les hommes, je réfléchissais, ouais, c'est souvent quand même plus, centré quand même, pénétration pour Mmh. les hommes, mais il y a aussi, les plugs, le plug anal ou Ouais, alors le master prostatique aussi, tout à fait. pour venir stimuler la prostate ou pour venir stimuler, l'anus. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont possibles, à expérimenter seul, mais à expérimenter aussi, en couple. Donc voilà, il y a plein de choses et il y en aura de plus en plus, je pense. Donc c'est un outil comme un autre, c'est bien de le garder en tête et ça permet des fois des stimulations qu'on ne peut pas forcément faire soi-même, ou qui permettent en fait, de libérer des mains pour faire encore plus Autre d'autres chose. stimulations et une accumulation de stimulations. Et puis, si je reviens aussi pour les personnes, avec, handicap, moteur et cetera, les sextoys peuvent être aussi, un super outil pour, leur sexualité quand des fois, avec la main, par exemple, il y a pas de mobilité de la main. Il y a des sextoys qui permettent aussi finalement d'avoir du plaisir sans Ouais. forcément voilà, si la main n'est pas mobile, il y a un sextoy qui peut remplacer ça aussi. Oui, donc c'est compatible aux célibataires, aux personnes en couple, enfin voilà, c'est comme tu dis un outil Tout le monde, quoi. Mmh. d'expérience, Ouais. mais et il y a beaucoup de enfin, en tout cas l'image qu'on a des sextoys, ça peut être les sex shops un petit peu, comment dire, aseptisés et très liés à l'image de la pornographie. Donc aujourd'hui et ça se développe de plus en plus, il y a de plus en plus, d'e-shops, même de shops en physique, qui essayent un petit peu d'enlever cette image, pas très, qui donne pas très envie, on va dire, à la plupart des personnes. Est-ce que tu as des endroits à conseiller, des sites à conseiller pour un petit peu regarder tout ça? Ouais, oui, alors les endroits, moi je suis sur Bruxelles, donc je sais pas s'il y en a beaucoup, sur Bruxelles, de manière physique, mais s'il y en a, je vais dire, il y a Eva Luna qui en plus, dirigée par, 3 sexologues, si je me trompe pas, en tout cas par des sexologues. Mais sinon de manière, e-shop, moi j'aime beaucoup et c'est des amis, le compte, Fine, Fyne, qui ont lancé un super, vibro aussi et d'ailleurs j'ai conseillé à une amie qui me demandait, quel premier achat Ouais, de sextoys et donc j'ai fait: «Mais ouais», voilà, je lui ai conseillé ça et elle en était ravie. Mais il y a aussi Puissante qui sont ouais. aussi dans les mêmes modèles. C'est un sextoys qui est assez, flexible et amovible, donc on peut vraiment le mettre un petit peu dans tous les sens pour, justement, si on veut stimuler une pénétration, par exemple, vaginale avec une stimulation Il du est à clitoris, c'est double, possible. emploi. Voilà, double emploi. Il y a aussi le site Gapian, qui regroupe, justement plein de sextoys et cetera. Il y a de plus en plus, de sites là, voilà, c'est ceux qui me viennent en tête, mais Ouais, ouais, j'en bien oublie, sûr. beaucoup, pas mal, justement. Il y a aussi, Tolku, qui a lancé son e-shop aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui se font et qui en plus se font, par Par des plutôt des femmes? femmes aussi, Ouais. ouais. Donc ça, c'est chouette. Il y a aussi, et ça, c'est au UK, Mystery Vibe. Donc Mystery Vibe, qui lance aussi, ses gammes. Enfin voilà, il y en a plusieurs. Si on veut aller dans le luxe, il y a Oui. Lelo, Lelo. Donc voilà et maintenant, il y en a qui ils sont aussi comme tu disais, il y a des lieux aseptisés, enfin des lieux qui donnent pas forcément envie et maintenant les sextoys, même dans le design, on essaie de faire Mmh. quelque chose où on se dit: «Ah, même, en objet de décoration, j'aurais envie de l'avoir», par exemple. Oui, ça fait des objets jolis, en fait, et pas Ouais. à connotation trop, sexuelle en tant que telle, quoi. Non et puis le packaging est vraiment réfléchi aussi pour que même le packaging donne envie de le garder Ouais, presque, donc c'est très fort. complètement et j'ai l'impression aussi que les points de vente se diversifient, qu'on va trouver de plus en plus Oui. facilement, par exemple, je sais pas, Même au Monoprix, je crois. ouais, voilà, j'allais dire dans les supermarchés, dans des pharmacies, voilà, Mmh. ça se voit plus avec le lubrifiant, mais en tout cas, j'ai l'impression Ça que arrive. ça se démocratise un petit peu plus. Ouais. Ouais, ça arrive vraiment et comme premier er sextoy du coup, j'avais parlé voilà de Find ou de Puissante, celui qui est Mmh. vraiment comme ça et qu'on peut vraiment modifier. Mais il y a aussi tout simplement, moi j'aime beaucoup les galets. Alors c'est en forme, un peu un œuf, un galet quoi Ouais. et du coup, en fait, c'est pas pénétratif du tout, mais on peut l'utiliser sur plein de zones du corps finalement.
peut l'utiliser sur le clitoris, la vulve, mais aussi d'autres parties de son corps. Et c'est des fois moins confrontant pour certaines personnes qu'un objet qui reste quand même des fois d'aspect phallique. Ça Ouais, permet des fois une meilleure approche aussi. Ça peut être attesté peut-être en revenant à la question de la personne par rapport à la frayeur d'utiliser les dilatateurs. Bah, en parallèle, ça peut être un objet qui a une forme peut-être différente aussi. complètement. Et on avait une personne qui nous parlait justement de sa situation où elle souffre de vaginisme, qu'elle fait un exercice donc qui est, de frottement, pénis à vulve, et au Ouais, moment, on va dire, de passer donc j'imagine à la pénétration, il faut se protéger évidemment et ça casse le moment et donc du coup, je pense que ça a recréé, une sorte oui, d'appréhension de son côté. l'impression. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller, parce qu'il ne faut pas arrêter de se protéger pour autant, mais Non, comment faire pour que le moment soit pas ouais. trop, difficile à vivre? Mmh. Bah, déjà, il y a effectivement cette image que ça casse, le moment et donc on l'a intériorisé, donc quand on le vit, bah, effectivement, on est un petit peu là, il y a un blanc, on attend qu'il y ait quelque chose qui se passe, puis nous, on est là comme ça allongé sur le lit, on attend que ça se passe et finalement, bah, l'excitation, Elle redescend. redescend? Il y a plusieurs choses, ouais, plusieurs choses qui peuvent être soit vous êtes aussi active et par exemple, s'il y a le moment, bah, où il faut mettre un préservatif, sur le pénis, que ce soit vous qui le fassiez ou pendant que et là, je pense que c'est du coup, bah, ouais, rapport hétérosexuel, donc pendant que monsieur, met le préservatif, sur le pénis, ça peut être vous, vous continuez à vous stimuler de la manière dont vous avez envie, tout en mettant du lubrifiant, justement, en mettant le lubrifiant, de continuer à venir vous stimuler. Le faire par exemple d'une main et puis venir mettre du lubrifiant de l'autre main sur le pénis, par exemple. Et Mmh. donc là, on reste quand même en fait dans cette connexion, dans ce moment, de partage. Moi, c'est souvent ce que je vais recommander et déjà de l'associer à forcément enfin, c'est pas forcément quelque chose qui va casser et du coup de continuer à faire quelque chose pendant ce temps. C'est vrai que des fois, l'erreur, c'est de se dire: «Bon, ben, on attend, il y a C'est le un temps mort. préservatif et on entend le bruit qui se déballe, hop, hop Mmh. là, on attend et cetera». Donc effectivement, il y a plein de choses qui peuvent, on est dans sa tête et on n'est plus dans le corps, donc l'excitation redescend. Donc c'est de continuer à faire quelque chose de corporel et donc et et peut-être lubrifiant. aussi de prolonger le moment, mais avec le préservatif? Voilà, ou ça peut être effectivement aussi, pendant qu'il y a le préservatif, d'un côté, ça peut être voilà, on peut continuer à stimuler, tout dépend de l'habilité ou même un cunnier, enfin et ça pour le faire aussi, c'est des fois, bah, c'est avec voilà, de la pratique et de la confiance. Encore une fois, on revient sur ce mot-là. Donc, c'est de continuer à faire quelque chose, qui puisse continuer à votre excitation, et donc, là, voilà, comme je disais, continuer soit la lubrifi le mettre du lubrifiant puisque de toute façon, il y en a besoin pour tout le monde, Mmh. du lubrifiant et donc venir se stimuler de la manière dont vous voulez et voilà et après normalement, ça dure pas non plus plusieurs minutes. Si c'est le cas, bah, là, on peut demander effectivement au partenaire de s'entraîner à mettre des préservatifs pour que ça soit un peu plus rapide, mais sans oublier que quand même si c'est rapide, vous, en tant que personne, en tant que femme, personne à vulve, de continuer à vous stimuler, d'une façon ou d'une autre ou même venir à caresser votre partenaire, même Mmh. son Ou dos pendant l'aider? qu'il met le préservatif ou l'aider, voilà. Donc, il y a plein de choses possibles. Complètement. Les questions qu'on a reçues après, elles sont un petit peu, différentes. Elles traitent le sujet de manière un petit peu plus éloignée, mais je vais te les poser quand même. Est-ce que, il y a un temps, on va dire, moyen, et comment retrouver du plaisir après un accouchement? Parce que c'est une période qui peut être difficile, justement à vivre, pour les personnes, parce que la sexualité évolue. Heu, qu'est-ce qu'on peut attendre comme délai avant d'avoir une sexualité, satisfaisante et plaisante? Mmh. Alors des fois, il y a pas de délai du tout, des fois et souvent, elle revient plaisante, et c'est vrai qu'il y a aussi souvent cette représentation de la sexualité, ça doit être avec pénétration, mais des fois, on se sent pas d'avoir une sexualité pénétrative tout de suite après avoir accouché et même, hein, quand je dis tout de suite, ça peut même être quelques mois après. Donc ça on peut vivre notre sexualité de plein de manières, différentes. C'est vrai aussi qu'il y a des personnes et même encore 3 mois postpartum, peuvent ressentir des douleurs. Soit c'était des douleurs qu'il y avait déjà avant dans la sexualité, soit des douleurs qui arrivent de par pareil. Il peut y avoir plein de causes et souvent, bah, c'est parce que le périnée est trop tonique, hein. Souvent, on a Mmh. cette peur que le périnée soit pas assez tonique a après un accouchement, mais Parfois, il l'appréhension l'est fait qu'aussi trop. il est tonique et souvent, quand même, les femmes, en majorité, sont quand même plus toniques sont plutôt hypertoniques que hypotoniques. OK. Hem
Et ça, c'est important aussi, du coup, déjà de la rééducation du périnée pour venir apprendre à contracter, mais aussi à venir relâcher ce périnée, parce que le relâchement du périnée, c'est ça qui va aider aussi dans les rapports avec pénétration au fait que ce soit pas douloureux. Mmh. Et donc, voilà. Donc, par rapport aux études, c'est vrai que même 3 mois postpartum, il y a quand même une majorité de femmes, enfin une majorité, mais je sais plus le chiffre, hein, mais c'était au moins autour de 40% de femmes qui peuvent ressentir des douleurs à la pénétration. Comme pour tout, déjà, et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est de rester confiante par rapport au fait, c'est pas parce que vous Ouais, ressentez des douleurs que ça va être tout le temps le cas. Et je vois vraiment une différence entre les personnes qui restent confiantes et les personnes qui vont paniquer. ouais. Et quand on panique, on rentre du coup dans un cercle vicieux. Mais de rester confiante dans le sens où, OK, il y a ces douleurs-là, j'ai accouché, peut-être que j'ai besoin de temps. Déjà, est-ce que j'ai envie de ce rapport? J'ai peut-être besoin de temps, j'ai peut-être besoin de lubrifiant, j'ai peut-être besoin, moi, d'être, plus active par rapport à ça. C'est-à-dire que, des fois, c'était peut-être des personnes qui ont tendance à être plutôt, sur le dos en missionnaire et qui ont besoin peut-être là, comme il y a peut-être de l'appréhension des douleurs, de prendre possession, on va dire, et en se mettant au-dessus du partenaire, où c'est elles qui vont effectivement, du coup, gérer la pénétration s'il y a pénétration. Mmh. Et c'est OK si, des fois, en fait, c'est la pénétration, c'est juste là et ça commence déjà, vous sentez que c'est déjà le maximum. C'est OK de faire déjà des va-et-vient, de bouger le bassin, de voir au niveau du rythme, de vous familiariser avec cette sensation qui peut être nouvelle et d'arrêter comme ça. Et puis de recommencer, d'autres fois. Donc vraiment, c'est OK d'y aller aussi progressivement, s'il y a pénétration. Donc ça peut être en termes aussi de profondeur, hein, là je faisais ça, c'est vraiment la profondeur par rapport au Mmh. pénis. Des fois, même si vous êtes là, à ce niveau-là et que vous sentez que c'est le maximum, vous restez et vous pouvez, bien sûr bouger. Ça peut être important aussi de bouger le bassin, que pas tout soit contracté Contracté, justement, pouvoir oui. bouger. Mmh. Pouvoir le bouger, de pouvoir associer de la respiration aussi. Donc ça, c'est des outils que vous pouvez travailler déjà vous-même aussi, chez vous. Si vous voyez que vous commencez à paniquer ou à dramatiser ou à manquer d'outils, là, c'est un signe aussi que ce serait intéressant de consulter pour pas que les douleurs perdurent dans le temps non plus. Donc les douleurs peuvent arriver, mais je dirais de pas attendre qu'elles s'installent et donc de pouvoir consulter si jamais c'est le cas. Et là, tu parlais de délai. Moi, je dirais de se laisser le temps déjà aussi parce que, il Ouais. y a plein de choses nouveaux et puis encore plus si, par exemple, il y a l'allaitement et cetera. Mais souvent, ce qu'on va recommander, c'est 3-6 mois quand même, de douleur, de venir consulter. Moi, je dirais, ouais, 3 mois, mais pas trop attendre non plus par rapport aux douleurs parce que, Mmh mh. déjà, c'est pas gai pour personne de vivre, des douleurs et surtout, ça peut vite créer après de l'anxiété, du stress, alors que c'est quelque chose qui peut des fois, qui peut se résoudre en ayant les outils adaptés, en prenant le temps, de le faire. OK, très intéressant. Hem, alors on prend la dernière question du chat et après j'en ai une dernière et je pense que OK. ce sera la fin de ce webinaire. Est-ce qu'une crème anesthésiante peut être conseillée pour aider aux premières pénétrations avec partenaire ou dilatateur ou facilitateur plutôt, lorsqu'on souffre de vaginisme? Mmh. Alors ça, les crèmes, tout ce qui est, ça sera plus les gyné parce que je vois le type de crème, donc ça, c'est plus, voilà, les gynécos qui peuvent aussi, donner ce genre de crème. Mais par rapport aux crèmes anesthésiantes, c'est vrai que c'est des choses qui sont proposées, pour effectivement, anesthésier un peu la zone et faire que finalement, on ressent pas de douleur parce que Mmh c'est mh. anesthésié. Moi, c'est pas forcément quelque chose que je recommande dans ma Ouais, philosophie, parce qu'en fait, s'il y a je une comprends. douleur, c'est que c'est un signe et qu'on doit pouvoir écouter ce signe-là. Donc je serais plutôt je recommande, je sais pas que je suis contre, mais je ne recommande pas forcément les crèmes anesthésiantes parce qu'on doit pouvoir être à l'écoute de ces sensations corporelles et donc de ne pas anesthésier cette zone-là. Et souvent, c'est en disant oui que ça peut alors ça peut aussi aider dans le sens où en fait l'utiliser une première fois et de pas du coup ressentir de douleur, va faire qu'en fait, on est confiante du coup pour le reste et ça va aider. Donc ça peut faciliter, hem, mais voilà, moi c'est pas forcément le truc avec lequel je suis le plus à l'aise. OK, mais c'est bon à savoir, que ça existe s'il y a des gens qui veulent vraiment essayer, mais Voilà, mmh. c'est une Des fois, ça vision peut des aider choses. juste à rassurer, voilà, ça peut aider Ouais. à rassurer, du coup, c'est bon et puis il y a plus de douleur et cetera, c'est très bien.
Par contre, l'utiliser tout Au le long temps cours, ou ouais, plusieurs rapports parce que on préfère ne pas entendre cette douleur, ça, je ne déconseillerais. ouais, je comprends. Non, ça fait sens. Et enfin, donc une question qui est un petit peu large, mais je pense que tu vas avoir plein de choses à nous dire. Pour nourrir, cet imaginaire et un petit peu stimuler, tout ce qui peut nous faire plaisir, est-ce que tu aurais, alors des livres, des podcasts, des films, peu importe et aussi, on va dire de manière pornographique, des sites pornographiques, qui sont peut-être un petit peu plus orientés autour du plaisir féminin, et pas, que phallique. Mmh. Est-ce que tu voilà, tu pourrais nous donner un petit peu des conseils de choses à regarder, à voir, à lire, à écouter, enfin voilà? Ouais, il y a pas mal de choses, hein, donc je retiens pas tout par cœur, mais déjà par rapport, aux films porno qu'on appelle maintenant les films porno féministes, il y a tout ce qui donc il y a les films d'Erika Lust, il y a les films Olympe de Game, je crois, de Olympe. Il y a Four Chambers. Ces films-là, en fait, c'est des films qui sont payants parce qu'aussi ils sont éthiques dans le sens où on souhaite une bonne rémunération aussi des acteurs et Ouais. actrices qui jouent dans ces films. Et c'est souvent pensé par des femmes pour des femmes. Mmh On mh. peut retrouver des scénarios qui sont similaires au porno mainstream, mais c'est dans une approche, dans une pensée qui est complètement différente aussi de ça. Mmh. Donc voilà, les plus connus, ça reste Erika Lust, et ils sont très bien. Par rapport aux livres, j'en ai pas forcément un titre en spécifique, mais il y a, dans les éditions, Musardine, qui font aussi pas mal aussi de livres érotiques. Donc ça peut être à vous à checker, ce qui pourrait vous parler. Oui, de le mettre par écrit, effectivement, je vais le mettre par Ouais, écrit. on va envoyer Donc, ça. ouais, Erika Lust, Four Chambers et Olympe, je crois que c'était ça. Et puis donc, les éditions Musardine, je crois que ça s'écrit comme ça. Et moi, j'aime beaucoup aussi, les livres de Candoli. Hem, donc voilà, après voilà, ça reste subjectif parce que c'est par rapport à moi et ce que je peux Oui, proposer aussi aux gens, mais souvent ce que je dis, c'est aussi de venir à partir de cette liste-là, venir piocher, vous dire: Ça m'intéresse, ça non, ça là» et puis de venir, rechercher un petit peu parce que c'est très subjectif et ça dépend de vos préférences. Et par rapport aux audios, érotiques, alors ça, j'avais fait un post là-dessus. Alors peut-être après si on a le temps, je peux le oui, copier-coller comme ça il y a toutes je vais le les mettre. ah tu l'as le post? Je vais le chercher, OK, pendant qu'on c'est sur ma page discute. Instagram, sur les posts d'audio érotique. Donc en audio érotique, il y a Cox et Vox, donc il y a pour les plaisirs phalliques et pour les plaisirs avec vulve, ça c'est les plus connus. Il y a, aussi, Colette se confesse, il y a, Le son du désir, il y a Femtasy aussi qui est pas mal. Donc voilà, c'est plein de podcasts. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Il y a tout un commerce là-dessus. Il y a OWY aussi, OWY qui se lance. Donc il y en a pas mal. Il y en a pas mal et ce que je dis souvent, c'est de piocher un petit peu parce que c'est des styles des fois différents. C'est des écoutes aussi, des voix aussi qui sont différentes. C'est des voix qui sont différentes, donc ça parle pas forcément à tout le monde et c'est pas parce qu'il y a un épisode qui vous plaît pas que celui d'après vous plaira pas. Ça dépend des scénarios, ça dépend du ton aussi, de la voix, donc à vous de piocher. Ça peut être, quand vous réservez une séance, d'exploration et que vous prenez le temps justement pour votre sexualité, de se dire: «Bah, tiens, là, je vais prendre 20-30 minutes et je vais explorer cette liste, d'audio érotique et je vais voir, ce qui me parle» et ça peut prendre aussi peut-être plusieurs sessions avant qu'il y ait des audios érotiques qui vous parlent aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un frein qui, on va dire, est parfois partagé, c'est qu'il faut payer pour avoir accès, à ce type de contenu, mais c'est important aussi de le dire. Enfin voilà, il y a des gens qui travaillent aussi pour que les choses, elles avancent, dans ce sens-là et donc même si ça peut être un frein, il faut l'entendre pour un petit peu essayer aussi des nouvelles choses. Voilà. Puis il y a déjà aussi plein de contenus gratuits, même ceux qui le font payant, il y a souvent quand même des parties des épisodes Des qui sont ouais, gratuits, donc l'un dans l'autre, et puis encore le mieux, c'est que vous créez, votre propre audio érotique, hein. Vous demandiez à votre partenaire, d'enregistrer, son ou sa voix c'est vrai. et de vous faire plaisir comme ça aussi. Et puis de manière générale, il y a aussi, plein de comptes,
pense à des comptes qui font, des dessins, de l'art et cetera aussi. Enfin, ça peut être figé, mais en tout cas qui peuvent aussi nourrir un petit peu, l'érotisme et l'imagination, autour de ça. Oui, tellement. En fait, c'est ça, c'est encore on revient au sens, quoi. Il y a l'illustration pour le visuel, il y a les audios érotiques justement, pour, le plaisir auditif, donc il y a Mmh. plein de choses, possibles et l'idée, c'est de venir piocher encore une fois dans tout ça. Bah, écoute, c'est super. Je sais pas si tu veux qu'on clôture par autre chose, si tu as envie de parler de quelque chose en particulier, mais sinon je pense qu'on a fait, plus ou moins le tour du Ouais. sujet. On a fait le tour vraiment, bah, peut-être en chat, voir si ça a pu vous apporter, des réponses ou même la manière de penser aussi le plaisir. Parce que souvent, en fait, en séance, quand les personnes viennent par rapport à la question, de l'orgasme, c'est vraiment, en fait, on va venir repenser l'orgasme différemment et rien que de le faire, ça apporte déjà plein de solutions, ça apporte un apaisement et ça, c'est l'essentiel, en fait, pour moi, de penser, des fois différemment, le plaisir et la sexualité. Alors je vais mettre le lien de notre chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver, le live, d'ici, ce soir ou demain matin. Et puis OK. normalement, si vous êtes inscrite, via, Livestorm justement pour suivre le live, vous l'aurez aussi, dans votre boîte mail, logiquement. Mais en Ah tout super. cas, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube parce qu'on remet, toutes les vidéos aussi de manière, découpée, pour que vous ayez un petit peu, toutes les réponses sans avoir à fouiller, sur, l'heure et demie de live justement. Mmh. Ouais et ouais, bah, merci, je vois dans le chat, merci à vous, Oui, en plus d'avoir été active, moi j'adore quand il y a mouais, plein de questions comme ça. complètement. Bon, on peut pas répondre non plus à tout le monde, hein, mais on essaye d'en prendre un maximum pour vous répondre. Merci beaucoup à toutes et puis, bah, bonne journée. On organise un prochain webinaire, d'ici quelques semaines ou mois, on verra. N'hésitez pas à nous envoyer des messages aussi sur Instagram, à suivre Camille sur Instagram, heu, bah, pour, en apprendre plus sur, la sexualité. Super, bah, merci à tout le monde et au plaisir, hein, de se revoir. Bonne journée.